Bien, je vais commencer. Je voudrais d'abord remercier le ministère de l'Éducation pour avoir organisé cet événement, piloté un peu par M. Pompilus. Je voudrais aussi remercier l'ambassade de France, sans laquelle ce que je vais vous présenter aurait été très difficilement possible. Remercier l'Agence universitaire de la francophonie aussi, qui est un partenaire important pour nous. Et je voudrais commencer par vous poser une question. Quels sont ceux d'entre vous, dans cette salle, qui pensent qu'ils seraient présents ici, aujourd'hui, s'ils n'avaient pas suivi une formation d'enseignement supérieur? Levez le doigt, ceux qui pensent qu'ils seraient ici quand même aujourd'hui, s'ils n'avaient pas un diplôme de l'enseignement supérieur. Est-ce qu'il y en a? Bien, si je mets de côté les gens timides, je crois que la plupart d'entre nous seraient probablement en train de vaquer à une autre occupation si on n'avait pas obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur. Enseignement supérieur qui est relativement peu présent par rapport à son importance dans nos politiques, dans nos actions, qu'elles soient publiques, privées ou autres. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est la mise en place d'un dispositif permettant d'accélérer, de massifier aussi, d'une certaine manière, l'accès à une formation supérieure en essayant de garder un minimum de qualité et en permettant aux jeunes d'évaluer, donc d'être évalués sur le travail qu'ils réalisent. Vous savez, jusqu'à présent, en Haïti, on a beaucoup parlé de formation à distance. Il y a eu beaucoup d'expériences, mais ces expériences étaient essentiellement axées sur les contenus. Et les étudiants, un jour, sont venus me dire, « Monsieur Attier, les contenus, nous, ça ne nous intéresse pas, on y a déjà accès. Depuis longtemps, on y a accès. Vous avez commencé à nous en parler aujourd'hui, mais nous, ça fait des mois, des années qu'on y accède. » Donc les contenus, on s'est rendu compte, pour nous, n'ont pas vraiment de grande valeur dans le dispositif. Ils sont là, ils sont de qualité extraordinaire, fabriqués par les meilleurs en France, aux États-Unis ou ailleurs, et nous devons, le défi est plutôt de nous les approprier, plutôt que de les réinventer. Et réinventer des contenus, il faut qu'il y ait une valeur ajoutée pour le faire. Sinon, c'est une perte de temps pour nous, et de ressources de toutes sortes. Tu peux avancer. Donc, ça fait à peu près 2 ans et demi qu'on réfléchit à ce projet, basé un petit peu sur des commentaires, des réflexions d'étudiants, nos expériences à nous, ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, ce qui n'a pas marché du tout. Et on est dans une situation aujourd'hui où il y a une petite révolution de l'enseignement supérieur, qui est du mode de livraison des diplômes, qui est en train de se faire. À présent, beaucoup de pays, notamment les pays développés, tentent beaucoup d'expérimentation, proposent des choses, mais ne savent pas jusqu'à présent quelle sera la forme finale de ce nouveau mode de livraison. Et c'est là qu'on pense qu'il y a pour nous une carte à jouer. Reviens en arrière. Il y a pour nous une carte à jouer en s'appropriant un petit peu les outils qui existent, puisqu'aujourd'hui on a un puzzle qui permet de tout faire. Donc le défi n'est pas vraiment de réinventer les outils, mais plutôt d'intégrer les outils existants pour qu'ils travaillent pour nous. Et je peux vous assurer qu'apprivoiser la technologie n'est pas si facile que ça. Elle existe, elle est là, on peut s'amuser beaucoup avec, mais l'apprivoiser n'est pas facile. Donc le défi, c'est d'intégrer ces outils de manière à avoir un produit final qui ait une valeur ajoutée largement supérieure à la somme de tous ces outils pris individuellement. Alors, le défi a été au départ de monter une équipe de gens compétents, puisque sans ça, on n'est absolument rien, on risque de tomber dans le bricolage. Et ce qu'on essaye d'éviter, un peu comme la peste, c'est de ne pas faire du bricolage, ce qui est un défi. Donc monter une équipe de gens compétents, avec un appui de l'ambassade de France, sous plusieurs formes, que je tiens à nouveau à remercier, et donc un dispositif qui est axé uniquement sur les choses où on peut apporter de la valeur ajoutée, pas sur ce qui existe déjà. Les contenus, j'en ai déjà parlé, ils sont accessibles gratuitement, beaucoup en langue française, aussi en anglais bien sûr, et il y en a une grande diversité et une très grande qualité, puisque ces contenus sont très souvent développés par des enseignants-chercheurs de grande renommée. Et on ne va certainement pas faire mieux qu'eux, quel que soit le temps qu'on passe dessus, que toutes ces équipes qui ont déjà travaillé et qui y travaillent depuis des années. Donc l'idée, c'est de copier, je dirais, sans vergogne, ce qui se fait de bon ailleurs, de se l'approprier et d'apporter la valeur ajoutée, donc là où on peut vraiment l'apporter. J'ai parlé des expériences infructueuses tout à l'heure, parce qu'elles étaient essentiellement axées sur les contenus. Nous n'apportions pas vraiment de valeur ajoutée
aux étudiants en leur donnant accès à des contenus, parce qu'ils avaient déjà, plus ou moins, même de qualité différente, des accès Internet et donc des accès aux contenus existants qu'ils, je peux vous assurer, qu'ils ont découvert bien avant nous. Et ils nous apprennent jusqu'à présent des choses que nous sommes encore en train de chercher. Donc c'est intéressant en ce sens. Alors comme contenu francophone, on a France Université Numérique, qui est une référence pour nous avec beaucoup de choses. Dans les contenus anglophones, il y en a beaucoup aussi. Et donc la question, où se trouve la valeur ajoutée que nous pouvons apporter? Un des défis, c'est la mise à l'échelle. On commence sur une courbe relativement plate et la courbe augmente très rapidement. Comment est-ce qu'on gère ça? Est-ce qu'on a la capacité de le gérer? Est-ce qu'on a la capacité de s'appuyer sur les outils ou de développer les outils technologiques qu'il faut pour le faire? Mais la mise à l'échelle est un défi important, puisque vous le savez, il y a des dizaines de milliers d'étudiants chaque année qui n'ont pas vraiment accès aux infrastructures physiques d'enseignement supérieur, je dirais les infrastructures de référence, pour des tas de raisons, pour des raisons de coût, des raisons de géographie, des raisons de capacité d'accueil des infrastructures physiques, etc., etc. Donc on a ici un outil qui, si on arrive à apprivoiser, peut nous permettre d'aller un petit peu plus vite, sans perdre trop, sans perdre en qualité en fonction des mécanismes qu'on met en place autour. Donc le mode de délivrance des diplômes est en train de changer, même les étudiants américains, vous le savez, la dette des étudiants américains dans les universités est de 1000 milliards de dollars aujourd'hui, c'est une véritable bulle prête à exploser, elle est énorme, et même dans les pays développés, la mise en place de dispositifs de livraison permettant de baisser les coûts est une opportunité, il n'y a pas que dans un comme Haïti. Aujourd'hui, des universités dont les coûts d'une année sur le campus sont de 50 à 60 000 dollars, commencent à proposer leurs diplômes, notamment en sciences informatiques, pour des coûts de 6 à 7 000 dollars. Donc c'est une compétition importante. Pourquoi demain un étudiant ira payer 2 000 ou 3 000 dollars par an dans une université haïtienne, alors qu'il a accès à peu près au même coût à un diplôme d'une université reconnue de grande qualité? Donc c'est un challenge qu'on a, c'est un défi qui se présente à nous. Soit nous consommerons les produits très chers fabriqués par d'autres, soit nous aurons notre propre dispositif, nos propres dispositifs que nous nous serons appropriés. Alors, j'aime bien le fondateur d'Alibaba, vous avez tous entendu parler d'Alibaba, l'un des, si c'est pas aujourd'hui, le plus gros site de vente en ligne, fabriqué par un Chinois. Et on lui a souvent dit, mais tu rentres en compétition avec Amazon, tu rentres en compétition avec eBay, ça va pas marcher, c'est pas possible, ils sont trop gros. Et voilà ce qu'il a dit. Il a dit, si je me bats avec eux dans l'océan, ils sont des requins qui vont me manger. Mais si je me bats avec eux dans la rivière du Yangtze, c'est moi qui vais les manger. L'idée, si vous voulez, c'est que nous avons la possibilité d'associer les outils numériques avec un aspect présentiel qui est extrêmement important et qui ne peut être réalisé que par des gens qui sont sur le terrain. Donc sur notre terrain, nous avons la capacité d'être meilleurs que les autres, à condition de nous approprier les bons outils. Notez que Alibaba a vendu, vente record, en une journée 9,8 milliards, pas millions, milliards de dollars. Alors, rapport avec la formation des enseignants, il s'agit d'un outil générique avec un processus d'évaluation qui lui est présentiel, qui n'est pas distanciel. Les contenus sont globaux, ils sont en ligne. Les dispositifs d'évaluation et de tutorat, alors d'évaluation notamment, sont présentiels. Ceci peut être facilement adapté pour réaliser en tout cas certains éléments de la formation des enseignants. Il suffit d'y mettre les contenus qu'il faut, et je pense notamment récemment au MOOC Certis School développé par l'AUF pour la formation des enseignants au numérique, qui sont des contenus extrêmement de grande valeur pour nous, puisque là aussi on ne va pas réinventer des formations OTIC, ça a déjà été fait, mais nous devons nous les approprier et voir comment ça peut nous aider à former nos enseignants ici en Haïti. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que nous avions des contenus qui existaient ailleurs, qui sont gratuits, libres de droit, pour lesquels nous allons obtenir systématiquement, chaque fois que possible bien sûr, l'autorisation de leurs auteurs pour les utiliser dans notre dispositif. Mais nous avons des évaluations qui, elles, sont présentielles. Donc le dispositif d'évaluation, lui, devient régional, et nous allons nous appuyer sur un réseau de partenaires régionaux
qui administreront les évaluations de manière à ce que l'étudiant du Cap haïtien, par exemple, n'ait pas à venir à Port-au-Prince pour venir passer ses examens partiels et finals notamment. Donc un dispositif, je dirais, d'évaluation légère en cours de semestre, en cours d'année, mais les évaluations lourdes, elles, sont présentielles. À ce titre, grâce encore à l'appui de l'ambassade de France, nous avons pu prendre contact avec les alliances avec lesquelles nous commençons à travailler pour établir ces protocoles d'évaluation. Mais une fois que ces protocoles d'évaluation sont maîtrisés, nous avons l'intention de créer, je dirais, d'animer un petit peu les activités dans cette région. Nous avons par exemple, il y a quelque temps, mis en place quelque chose qui fait un malheur en France, aux États-Unis, notamment, c'est les Maker Labs, ces espèces de petits labos où les jeunes peuvent aller apprendre à fabriquer des choses. Nous cherchons un petit peu à pousser ce genre de choses et ce sont des investissements qui ne sont pas importants et qui, on s'est rendu compte que les étudiants adorent ça parce qu'ils touchent, ils ont dans leurs mains des objets qu'ils ont fabriqués, qu'ils peuvent contrôler avec du code, etc., etc. Vous avez entendu parler d'imprimantes 3D, vous avez entendu parler de drones, vous avez entendu parler de petites cartes électroniques à 10, 15, 20, 30 $, etc., etc. Donc ceci est pour nous aussi un enjeu que nous souhaitons, qui serait intéressant de mettre en place auprès de nos partenaires pour pouvoir dynamiser un petit peu le travail des étudiants. Vous avez, je ne sais pas, ceux d'entre vous qui ont fait des formations en ligne, c'est ennuyant les formations en ligne. On est enfermé dans notre chambre, dans notre bureau pendant des heures, des jours, des semaines, des mois pour passer un diplôme. Au bout d'un moment, on en a marre. C'est pas amusant du tout. Donc l'idée du présentiel est extrêmement importante et la question d'introduire un peu de présentiel, la bonne dose de présentiel dans la formation distancielle pour éviter le décrochage des étudiants, car vous savez que le décrochage est important dans ce genre de situation. On s'ennuie, à un moment donné, on n'a plus envie, même si le sujet nous intéresse. Et donc la dose de présentiel à introduire est extrêmement importante. Et c'est dans ce sens qu'on cherche des activités innovantes permettant justement de dynamiser les partenaires qui feront au début les évaluations. Alors, l'évaluation, on l'a dit, elle est présentielle, elle est déconcentrée puisqu'elle se fait avec des partenaires. L'objectif est de démarrer essentiellement, alors évidemment sur Port-au-Prince au début, puisque c'est le terrain de jeu, si je puis dire, actuel, mais sur le Cap haïtien, donc sur le nord du pays, d'ici octobre 2016. On a un élément de pilotage qui est important avec des audits externes des processus que nous mettons en place, qui sont donc évalués et audités par des experts, notamment actuellement un expert français et un expert hollandais. Donc j'insiste sur le partenariat avec les alliances. Et évoluer éventuellement vers une électronisation, une automatisation autant que possible du processus d'évaluation. Vous savez que dans un dispositif qui s'appuie énormément sur la technologie, le goulot d'étranglement, c'est tout ce qui se fait physiquement. Donc qui ralentit la mise à l'échelle. Donc l'idée d'automatiser un petit peu un maximum de choses est quelque chose à intégrer dans la conception de l'outil dès le départ. Et à ce titre, nous avons un ancien étudiant qui vient de terminer sa thèse de doctorat en intelligence artificielle, notamment sur les tutoriels intelligents, qui va intégrer une composante recherche, collecte, analyse de données et développement de tuteurs intelligents appuyant les tuteurs humains. Ce qui permet de diminuer d'environ 50%, selon ce qu'on a pu commencer à évaluer, de diminuer de 50% le besoin d'intervention des tuteurs humains. Imaginez qu'avec 1000 étudiants, vous ayez 25 tuteurs ou 30 tuteurs. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez 10, 15, 20 000 étudiants inscrits? Où est-ce qu'on va aller chercher les tuteurs? C'est pas facile. Donc il faut s'appuyer sur des dispositifs technologiques nous permettant justement d'avoir un accroissement relativement linéaire du nombre des tuteurs pendant qu'on a un accroissement exponentiel du nombre d'étudiants. Alors, le tutorat, je viens d'en parler, je vais aller très vite dessus. Il est constitué actuellement dans le cadre d'un pilote qu'on a commencé en octobre avec un échantillon de 30 étudiants avant de passer en production large parce qu'on a lu un petit peu des expériences qui ont été réalisées dans d'autres pays d'Afrique, le Sénégal par exemple, où il y a eu énormément de problèmes et ce sont des erreurs qu'ils ont commises, qu'on aurait très bien pu commettre aussi sans aucune hésitation et on essaye un petit peu, ce pilote nous essaye à tester un ensemble d'hypothèses de manière à corriger notre dispositif et d'essayer de démarrer dans des conditions à peu près acceptables
à partir de septembre 2016. Alors la technologie s'appuie sur une infrastructure dans les nuages qui est installée ici en Haïti. Une mise en place d'un outil de gestion des données. On a défini 30 indicateurs qui nous paraissent importants pour pouvoir piloter le système et faire les changements quasiment presque en temps réel de la plateforme. Donc un tableau de bord avec une trentaine d'indicateurs. Des outils interactifs que les étudiants pourront utiliser et une plateforme ouverte. Je tiens à signaler à insister sur le fait que cette plateforme, nous ne la développons pas pour nous, nous la développons pour nous au début parce que c'est un secteur dans lequel nous évoluons, mais cette plateforme est ouverte et sera utilisable pour ceux qui le souhaitent, et on pense notamment aux universités, établissements universitaires membres de la Corpua, de la conférence des recteurs et des présidents des universités haïtiennes. Sur table comme partenaire, puisqu'on a la chance d'avoir une fabrication locale de tablettes aujourd'hui, ce qui permet de baisser les coûts. Pour moins de 200 $, on peut avoir une tablette qui fonctionne bien, et ça évite d'avoir à aller la chercher à l'extérieur. Donc nous sommes aussi en train de tester ces tablettes dans le cadre de notre pilote, et notamment une boîte à outils, et je tiens à insister sur la boîte à outils, puisque vous êtes en train probablement de vous dire tout ça c'est bien joli, mais ils n'ont pas d'énergie, ils n'ont pas d'accès Internet chez eux, comment ils vont faire, même si tout est disponible sur le cloud. Et donc la tablette intervient pour nous au moins à 3 niveaux. Tout d'abord, elle sert à récupérer, à télécharger les contenus qui sont sur le cloud, au moins un trimestre à un semestre de contenu en fonction de la capacité de la tablette. Donc l'étudiant qui n'a pas d'accès Internet et qui n'a pas d'énergie a au moins entre 3 et 5 heures d'autonomie par jour sur sa batterie avec les documents de référence sur lesquels il peut étudier. Mais malgré tout, nous envisageons aussi, et c'est le test qu'on est en train de faire en ce moment sur cet échantillon de 30 étudiants, un plan Internet sur 12 mois permettant à l'étudiant d'accéder évidemment aux ressources en ligne et notamment une bibliothèque numérique. Et nous avons actuellement une bibliothèque numérique qui s'appelle Cyberlibris, dont l'accès nous a été rendu facilité par l'AUF et qui permet à nos étudiants d'avoir accès à des dizaines de milliers de livres en ligne, évidemment lorsqu'ils ont l'accès Internet. Voilà. Donc le plan A, c'est l'accès Internet avec les outils numériques. Le plan B, c'est rien du tout avec les contenus qui sont en ligne déjà sur la tablette. Donc ceci nous permet de mitiger un petit peu ce problème auquel on se casse tous les dents, qui est le problème de l'énergie, le problème de l'accès Internet, etc., etc. Alors, le contrôle qualité est un élément extrêmement important. Je vous ai parlé tout à l'heure d'experts externes qui interviennent, un notamment de l'université de Picardie-Jules Verne d'Amiens, qui est un spécialiste de la mise en place de dispositifs de formation en ligne, et un spécialiste des MOOC, qui est un spécialiste hollandais, qui est déjà intervenu une fois avant la mise en place du pilote, et qui va intervenir probablement en mars-avril à la fin du pilote, avant le lancement en octobre 2016. Mais un élément aussi extrêmement important que nous avons mis en place dès le départ, quand on démarre quelque chose, on oublie toujours cet élément, et puis ça nous donne un grand coup de pied, excusez-moi l'expression, dans le derrière un peu plus tard. C'est la mise en place des structures financières, des structures comptables dès le départ. Et nous avons insisté pour mettre en place notre charte des comptes accessible entièrement sur le cloud, en ligne, et donc opérationnelle dès le départ, avant même de démarrer nos activités. On a fait un point d'honneur à ne plus faire des erreurs qu'on avait fait auparavant. Donc, ouverte à toutes les universités membres au minimum de la Corpua, on l'a déjà dit. Alors, l'aspect recherche, je voudrais insister là-dessus. La véritable valeur ajoutée, à un moment donné, va se trouver dans notre capacité à étudier, à analyser, à monitorer et à faire évoluer nous-mêmes notre plateforme. C'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui 2 docteurs qui travaillent dessus, qui sont en train de nous aider justement à intégrer ces 30 indicateurs dans le système d'analyse, d'analytics de la plateforme, en vue d'améliorer, d'analyser les habitudes des étudiants, des participants, des tuteurs sur ces outils technologiques, et aussi de modifier le code de ces outils en fonction un petit peu des résultats de ces analyses, en fonction de ces données que nous collectons. L'objectif, je vous l'ai dit, c'est de créer des tutoriels intelligents permettant d'appuyer les tuteurs
pouvant nous amener éventuellement à la mise en place d'un centre, d'un call center, avec des tuteurs 24 heures sur 24 en maths, en programmation de ceci, en programmation de cela et autres matières, qui répondront aux questions des étudiants. Bon, peut-être pas au début 24 heures sur 24, mais éventuellement évoluer vers ça. On s'est rendu compte qu'en termes de coûts, c'est extrêmement intéressant de mettre en place un centre d'appel plutôt que d'avoir chez nous nos tuteurs, nos gens qui vont répondre au téléphone, répondre aux emails, etc. etc. L'utilisation aussi, on en discutait hier, l'utilisation des SMS est un outil incontournable puisque près de 6 millions de personnes, vous le savez, ont un téléphone cellulaire en Haïti. La plupart de ces téléphones cellulaires ne sont pas des téléphones, des smartphones. Ce sont des téléphones qui ont la capacité de faire du SMS. Et c'est dans le dispositif, et nous sommes aussi en train de le tester dans le cadre de notre pilote, l'utilisation des téléphones et de la messagerie SMS pour envoyer des informations, des questions, des quiz, mais aussi pour les tuteurs de rester en contact direct, puisque cet aspect immédiateté, on en discutait hier aussi, cet aspect immédiateté est extrêmement important. On est paresseux parfois pour monter sur un site internet, aller cliquer sur un lien, faire un login, rentrer son mot de passe, son nom d'utilisateur. C'est une démarche qui prend un peu de temps. C'est beaucoup plus facile de prendre son téléphone et de téléphoner et d'avoir une réponse à ces questions. Bien sûr, il faut qu'il y ait des règles, il faut qu'il y ait des protocoles. Il ne s'agit pas que les étudiants passent leur vie à appeler les tuteurs à 3 heures du matin pour leur poser des questions. Donc il y a des règles à mettre en place. Nous essayons aussi de travailler avec des compétences locales, avec des produits locaux, dans la mesure où la qualité ne laisse rien à désirer par rapport à des produits étrangers. Vous avez peut-être entendu parler d'un système en ligne de formation à distance qui s'appelle Moodle. On l'a utilisé pendant des années. Aujourd'hui, on a en local un système qui a été développé par des jeunes Haïtiens qui ont créé leur start-up, qui a à peu près une dizaine d'employés aujourd'hui, qui n'ont rien à envier à un outil comme Moodle. Et c'est sur ce genre d'outil que nous nous appuyons, nous nous approprions le code de cet outil et nous le modifions en fonction de nos besoins à nous. Alors le pilote, j'en ai déjà parlé, 30 étudiants, plus ou moins volontaires, j'ai mis volontaire, mais c'est plus ou moins volontaire, il a fallu parfois leur forcer la main un petit peu, parce qu'ils ont un petit peu peur, ils se disent je vais être défavorisé par rapport à mes collègues qui vont en salle de classe, donc quel problème il va y avoir? Mais on se rend compte après un moment, d'ailleurs un effet auquel on n'avait pas pensé, vous le savez, récemment il y a eu des manifestations politiques, on a jeté des pierres, les gens ne sortaient pas dans la rue, après on a eu des pluies, donc il y a des profs qui ne viennent pas, il faut rattraper les cours, on prend 1 semaine, 2 semaines de retard. On s'est rendu compte que les étudiants du pilote, sur le cours de mathématiques sur lequel ils sont testés, puisqu'on les teste sur un seul cours pour l'instant, étaient plus avancés que les étudiants qui viennent en classe, donc en présentiel, assister aux cours. Donc ça a été un effet intéressant, mais le pilote nous sert essentiellement à tester un peu nos hypothèses et à voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est vrai, ce qui est faux. Je ne vais pas m'attarder sur les graphes, on n'a pas beaucoup de temps. Alors, la mise à l'échelle, je voudrais réinsister un petit peu sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, qui est le sujet de la thèse de doctorat d'un de nos anciens étudiants, qui va donc prolonger un petit peu son travail de recherche sur l'analyse de ce système qu'on met en place, pour les raisons que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc, la mise en place de développement, donc le développement de systèmes de collecte de données, qui est un des challenges. On peut utiliser Google Analytics, mais c'est très insuffisant pour développer les indicateurs dont on a besoin. Donc il faut rajouter une couche logicielle pour pouvoir le faire comme on veut. Et l'idée, c'est effectivement d'utiliser ce qui est bon, qui existe déjà dans le monde du numérique, en intégrant la partie présentielle, en localisant un petit peu, en quelque sorte, sur notre terrain, les produits que nous sommes en train de développer. Donc on a une équipe locale de codeurs qui s'approprie les outils, des logiciels développés localement, ce qui nous facilite énormément la vie en termes de contact, en termes de familiarisation avec les logiciels, etc., et surtout de customisation, de personnalisation des logiciels. On a une équipe de chercheurs haïtiens qui fonctionne avec nous. On a un réseau national à travers notamment la Corpua de partenaires institutionnels, et on a aussi accumulé au fil des années le savoir-faire d'un réseau de partenaires internationaux. Alors un élément aussi qui est extrêmement important pour la mise à l'échelle, j'en ai pas vraiment parlé, c'est le peer-to-peer tutoring, le tutorat pair à pair. Dans les systèmes aujourd'hui les plus récents, les plus modernes,
vous verrez qu'il y a un système de tutorat. Ce sont les apprenants qui tutorent les apprenants. Lorsque vous avez 1000, des milliers, des dizaines de milliers d'apprenants inscrits sur un système, vous en avez toujours qui s'expriment parfaitement bien dans leur langue, qui sont structurés, qui vont se faire un plaisir de répondre aux questions. Et donc, il existe un système de notation des questions et de notation des réponses des étudiants. À la fin du semestre ou à la fin de l'année, le bilan est fait et des crédits peuvent leur être accordés en fonction de leurs interventions dans le cadre de leur formation. Et ça marche très très bien, mais ça a surtout un gros avantage, c'est que ça allège la charge du tuteur qui ne monitore le système que lorsqu'il y a une question qui reste un petit peu, à laquelle on n'a pas répondu, un problème, un conflit ou quelque chose de ce genre. Donc le peer-to-peer tutoring aujourd'hui est justement un des éléments qui permet à cette courbe de la quantité de tuteurs en fonction du nombre d'étudiants de rester relativement plate et de ne pas augmenter trop. Alors en conclusion, les avantages d'un tel système, vous les connaissez, je ne vous apprends rien certainement, la déconcentration, ça permet aux jeunes d'avoir une opportunité de se former en restant dans la région dans laquelle ils vivent. Un coût réduit pour les apprenants et les universités, on parle de dispositifs qui coûteraient moins de 1 000 $ l'an, alors que les universités privées coûtent entre 2 et 3 000 $ l'an, et que même le coût d'une année à l'université d'État, si vous faites le total du coût des livres qu'il faut acheter, des coûts de transport, etc., on est largement autour de 1 000 $ l'an. Donc on s'aligne plus ou moins sur un coût qui est beaucoup plus abordable, donc beaucoup plus facile d'accès pour les candidats potentiels. On crée de la valeur localement. Je peux vous dire que récemment, une université de la Caraïbe est venue nous proposer des formations en ligne à 20 000 $ l'an. Donc c'est le genre de choses auxquelles on fait face assez souvent. L'appropriation locale d'un savoir-faire, de la recherche et du développement qui peut se faire sur ce type de dispositif, et évidemment un accès totalement inclusif, puisqu'on n'a plus de discrimination d'âge. Écoutez, si un enfant de 10 ans s'inscrit sur votre plateforme, vous ne le savez pas en fait. Bon, évidemment, il va remplir une fiche d'inscription, etc. Mais à partir du moment où il réussit ses examens, ça n'a pas vraiment d'importance. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais est-ce qu'on va donner un master ou une licence à un jeune de 10 ans? C'est un autre débat. Mais, donc il n'y a pas vraiment de discrimination d'âge, de genre, de classe sociale, de lieu, hein, citadins ou ruraux, de personnes à mobilité réduite, et donc aussi réduction des coûts financiers pour les candidats potentiels. Donc on pense que c'est une opportunité importante, soit qui va nous passer sous le nez, puisqu'on devra acheter les produits d'autres entités, soit développer nos produits en nous adaptant au terrain, en maîtrisant parfaitement notre terrain, ce qui rend très difficile à des compétiteurs externes de venir le faire à notre place parce qu'ils ne sont pas physiquement présents sur le terrain. Il n'y a pas de miracle jusqu'à présent là-dessus. Donc voilà, je voudrais pour terminer vous présenter une petite vidéo qui a été développée avec nos jeunes ainsi qu'un développeur professionnel qui s'appelle Thiago do Nascimento, d'origine brésilienne, qui va caricaturer un petit peu, mais vous présenter sous forme un peu comique, les misères, si je puis dire, qu'un étudiant doit passer pour pouvoir s'éduquer en Haïti. Je voudrais remercier aussi la musique qui nous a été prêtée gracieusement par Foloja et Mojo. Et donc ils ont un petit rythme rara qu'on a trouvé très sympathique et qui se prête un petit peu à ce genre de choses. Donc vous allez voir le personnage, c'est un espèce de Super Mario haïtien qui brave les obstacles pour pouvoir aller à l'école. Donc vous avez à gauche celui qui travaille chez lui, à distance, et à droite celui qui est dans la rue et qui va à l'école. Voilà, juste pour que vous compreniez le contexte. Clique sur le lien. Avec la souris. Ouais.